Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve ce soir pour aborder le thème individu et communauté qui est au programme des classes préparatoires scientifiques cette année. Nous l'abordons à travers le texte d'Échille les 7 contre Thèbes, dont j'analyserai la façon dont l'individu se définit, dont il se représente à lui-même, dont il se distingue, se singularise, existe par opposition à d'autres individus qui pourraient lui ressembler par exemple, ou s'opposer à lui, ne pas avoir la même apparence. Pour que l'individu existe, il doit s'opposer tout à la fois à des communautés, dont il est cependant issu, et à des individus. Je m'appuierai pour cela, mais de manière non exclusive, sur le deuxième épisode des 7 contre Thèbes. Après le Parodos, où le cœur des Thébaines prie les dieux, et le premier épisode où Éthéocle s'attaque à ce cœur féminin qui est apeuré par la perspective de la guerre. Après enfin le premier Stasimon qui consiste dans un chant de la part du cœur, un chant de douleur. Nous sommes donc dans le deuxième épisode à partir du vers 367, lorsque Éthéocle reçoit le messager et que la description des 7 guerriers qui vont s'affronter aux portes de la ville est faite par ce même messager. Avant d'aborder ce passage dans le détail, petit rappel de ce qu'est l'appartenance à une communauté, car avant d'être un individu, l'individu s'inscrit dans un tout, sa communauté, par des éléments communs, qui ne permettent pas ces éléments de distinguer entre des individus de manière suffisamment nette, raison pour laquelle l'individualité apparaîtra souvent sur ce fond de communauté comme une mise à distance des éléments de cette communauté ou comme un pas de côté par rapport aux attentes de cette communauté. Former communauté, ça peut être d'abord quelque chose d'accessible par les apparences, par la couleur de sa peau, la nature de ses cheveux, par l'habit que l'on porte. Il y aurait donc une apparence globale commune, comme l'indique par exemple la première didascalie des suppliantes lorsque Paul Mazon évoque des princesses au masque hâlé, donc à la peau hâlée, qui seraient parées de voiles à la mode barbare, donc d'habits particuliers qui permettent de les distinguer des femmes d'Argos. Et d'ailleurs le roi, lorsqu'il les avait aperçues pour la première fois, s'était exclamé « D'où vient donc cette troupe à l'accoutrement si peu grec ?» fastueusement parée de robes et de bandeaux barbares, à qui je parle ici. Ce n'est point là le vêtement des femmes, ni à Argos, ni dans aucun pays de la Grèce. Et le ton était donné. Nous voyons bien ici que les Danaïdes forment une communauté d'étrangères. Elles ne sont pas grecques, ni d'Argos bien évidemment. Il ne sait pas trop d'où elles viennent, il les prend d'abord pour des Libyennes ou peut-être des Chypriotes. En tout cas, il peine à les identifier dans leur appartenance communautaire. C'est une même étrangeté qui apparaît dans les 7 contre Thèbes, lorsque l'ekphrasis des boucliers, la description des boucliers, donne à voir, dans la plupart d'entre eux, une forme d'hybris qui est caractéristique des barbares. Ce sont des Argiens qui sont décrits ici, mais ils sont décrits par les Thébains comme abandonnés à cette force, à cette démesure qui se traduit dans une manière sauvage de se comporter, par de l'impiété, par un dépassement constant des limites. En se définissant de cette manière physique, par le contenu d'un bouclier, ces individus disent quelle appartenance est la leur à un monde qui n'est pas civilisé, qui enfreint les lois divines. Or, ce critère que nous venons d'évaluer, qui est le critère de l'apparence, la couleur de peau, les manières de se comporter, sont autant de critères permettant de souligner l'appartenance à une communauté, mais aussi de se singulariser, de se distinguer. Une telle différenciation individuelle se donne à voir notamment dans le comportement, l'attitude et aussi l'apparence des 7 contre Thèbes. Le premier de ces guerriers, Tidée, est décrit tout bouillant, criant comme un serpent strident au soleil de midi, et cherchant la mort et le combat. Son langage est un langage d'agression. Capané, le second des 7 contre Thèbes, est caractérisé par sa jactance. C'est celui qui parle, et dont l'orgueil est surhumain, dit le texte. Son hubris se traduit à travers ses mots. C'est l'homme qui menace. C'est l'homme qui annonce qu'il incendiera la ville, qu'il saccagera la ville de Thèbes.
Son hubris s'exprime aussi dans l'impiété qui est la sienne puisqu'il défie Zeus même. Le troisième guerrier, Éthéoclos, est celui qui maîtrise l'art des chevaux. C'est un cavalier hors pair et contre la porte néiste, il fait, je cite, « tourner ses cavales, c'est-à-dire ses chevaux, grondantes sous leur tétière ». L'identification se fait ici entre l'homme et son animal fétiche, tous deux se caractérisant par une forme de barbarie. Le souffle des chevaux qui sort de ses muselières est un refrain barbare, dit le texte, et les naseaux arrogants des cavales répondent au manque de modestie d'Éthéoclos. Je cite, « Son bouclier porte un emblème qui n'est pas d'allure modeste ». Le quatrième guerrier, Hippomédon, se caractérise par son cri, un cri que nous avions déjà rencontré chez le premier des combattants, qui criait comme un serpent strident au soleil de midi. Lui, Hippomédon, crie. Il appelle la bataille comme une tiade en délire. Si Tidée et Hippomédon ont en commun le cri, Hippomédon se distingue cependant par sa haute taille. La stature, la forme gigantesque d'Hippomédon, dit le texte. C'est un colosse, aux yeux qui sèment l'épouvante, une démesure visible à l'œil nu. Le cinquième combattant, Parthénopée, est plus singulier. D'abord, on apprend qu'il n'est pas d'origine argienne. C'est un métèque, c'est un étranger. Plus encore, il se distingue par son physique. Il n'a pas le physique de l'emploi. On ne dirait pas un guerrier, mais un enfant. Ainsi dit-on de lui qu'il a un gracieux visage, qu'il est l'homme-enfant, dont le duvet de l'adolescence commence à percer les joues. Il est donc très jeune et fait pendant à Hippomédon dont on avait vu que la carrure était immense. Cependant, ça n'est pas du côté de l'apparence visible de son physique qu'il faut chercher ce qui justifie sa présence ici, mais dans son comportement. Je cite, « Son cœur n'a rien des vierges dont il porte le nom, et c'est avec un œil farouche qu'il s'approche. » Plus on avance dans cette vaste galerie de portraits, et plus les guerriers s'humanisent, ou se raffinent en quelque sorte, se délestant d'un des aspects de l'hubris. On est passé du cri aux menaces, de l'animalité à l'humanité, de la force virile à la détermination d'un enfant qui doit tout à la cité qu'il a accueillie. Si bien que lorsque est décrit le sixième guerrier, Amphiaraos, eh bien nous sommes confrontés à quelque chose d'assez surprenant, un individu qui détonne. Amphiaraos est décrit comme un sage et un brave au combat. Il est un devin, il est un homme qui révère les dieux, tout en étant redoutable. Il est la synthèse entre la piété, qui était caractéristique des femmes, comme je l'avais évoqué dans mon précédent podcast, les Thébaines s'en remettant à Dieu et priant de toute leur force, mais il est aussi masculin, brave, et correspond de ce fait assez à la représentation du masculin donnée par Éthéocle dans son débat ardent avec les Thébaines. Enfin, il est le seul à ne pas vouloir seulement paraître un héros. Il veut l'être, dit le texte. Je cite, « Mais aucun blason ne s'y voyait sur l'orbe, car il ne veut pas paraître un héros. Il veut l'être, et cultive en son cœur le sillon profond d'où germent les nobles desseins. » On constate ici que le messager qui décrit ce sixième combattant est admiratif de celui qui lui semble non pas paraître, mais être un héros à part entière, animé par de nobles buts. Et le fait que Amphiaraos soit le seul des 6, je mets à part Polynice pour le moment, à ne pas porter sur son bouclier un blason dessiné, se voulant particulièrement effrayant, mais un bouclier blanc, en dit long sur sa volonté de ne pas paraître, d'être. Le premier des guerriers, Tidée, portait sur son bouclier un blason d'orgueil, un blason qui représentait un ciel rempli d'étoiles où brillait en son centre une lune. Œil brillant dans la nuit qui trahirait la démence de celui qui porte cette insolence dans ce dessin qui orne son bouclier. Le second, soldat, Canapé, représentait sur le bouclier un homme nu qui portait une torche avec cette inscription « J'incendierai la ville ». Il se croyait le maître du feu, se substituant à Zeus et à son pouvoir, ce qui était l'expression de son impiété. Le troisième bouclier, celui d'Éthéoclos, donnait à voir un homme qui grimpait à une échelle pour prendre d'assaut une cité,
Et Théoclos lui-même est impie en tant qu'il défie Arès, le dieu de la guerre, en considérant que Arès lui-même serait incapable de l'arrêter s'il donnait un assaut. Hippomédon, le 4e chef, porte sur son bouclier une figure mythologique, un monstre, Typhée, qu'on appelle aussi Typhon. Typhon a tenté de renverser Zeus pour asseoir sa suprématie sur le cosmos, lui a livré une bataille cataclysmique. Il est l'incarnation de celui qui méprise le pouvoir de Zeus. Quant au jeune Parthénopée, il a sur son bouclier le monstre même qui terrorisait la ville de Thèbes, la Sphinge. Par cela, il ne veut pas montrer la force physique puisqu'il en est à peu près dépourvu étant très jeune, mais il veut rappeler la malédiction qui plane sur la ville de Thèbes. Il use d'une arme qu'on pourrait appeler une arme psychologique pour faire la guerre. Ces 5 guerriers, on le voit, ont joué la carte de l'image, ont voulu que leur bouclier soit à leur image ou donne une image d'eux-mêmes. Souvent, l'individu a besoin d'exister aux yeux des autres, en étant reconnu pour ses qualités, pour ses forces propres. Se définir en tant qu'individu, c'est être tenté par les apparences. De la même façon que la communauté, on l'a vu, pouvait s'appréhender par les apparences, l'individu est tenté lui aussi d'en rajouter au niveau de l'apparaître. Pour se fabriquer une réputation, pour assurer sa gloire, tous les outils sont bons, des outils de représentation sociale. En revanche, Amphiaraos échappe à cette posture. Son bouclier blanc ne représente rien, n'est pas une image, car il est dans l'être. Il veut simplement porter un bouclier qui le protège de l'assaut de son ennemi. Et c'est pour cela qu'il apparaîtra comme le plus redoutable d'entre tous. Le messager prévient Éthéocle en effet « À celui-là, je t'engage à envoyer des adversaires sages et braves à la fois. Redoutable est celui qui révère les dieux. » En effet, les 5 autres s'en prenaient à chaque fois à une divinité, ou faisaient allusion à des malédictions jetées par les divinités, se définissaient en quelque sorte par opposition à une collectivité, à une communauté, notamment religieuse. Éthéocle d'ailleurs a du mal à comprendre pourquoi, au milieu de ces impies, un juste est présent. Qu'un homme pieux s'embarque avec des marins ardents, dit le texte, à achever un crime, et il périt avec leur engeance maudite. Qu'un juste s'associe à des citoyens inhospitaliers, oublieux du ciel, et le voilà fatalement pris au même filet. Ici est posée la question de l'influence que peuvent avoir quelques individus, mais majoritaires, sur un seul. En effet, un juste au milieu de 5 impies peut-il rester juste? Un pieux au milieu de 5 criminels peut-il rester ce qu'il est? S'associer, est-ce se corrompre? Éthéocle en semble convaincu qui dit qu'un juste s'associe à des citoyens inhospitaliers, et le voilà fatalement pris au même filet. Achevons cette analyse par celle du personnage dernier, le dernier des 7 chefs, à savoir Polynice. Polynice a annoncé vouloir se mesurer seulement à son frère. Il porte quant à lui un écu rond qui représente une femme, un guide au front serein, dit le texte, qui prétend être la justice. Ce n'est qu'une prétention, visiblement, le texte l'indique, je cite, « Et celle-ci se prétend la justice, comme veulent l'indiquer les lettres placées près d'elle, et je ramènerai cet homme pour qu'il recouvre sa ville et l'accès de sa demeure paternelle. » Et là encore, la question de savoir s'il y a un écart entre l'écu qui donne à voir une représentation idéale de soi-même, un idéal du moi, et la réalité se pose. Car lorsque Éthéocle apprend la nouvelle, il réagit de manière très forte, en se rappelant qui fut son frère lorsqu'il était enfant. Et ce rappel met Éthéocle hors de lui, car il lui semble que la justice n'a jamais appartenu à l'enfant Polynice. Je cite le texte. « Pour ce Polynice, vraiment si bien nommé, nous saurons bientôt jusqu'où se réalisera son emblème. Et si pour le ramener il suffira de lettres d'or ciselées sur un bouclier, flux d'insolence d'un cœur en délire. Si la Vierge, fille de Zeus, la justice, était dans ses actes et dans son âme, cela pourrait être. Mais jamais encore, ni le jour où il s'évada des ténèbres du sein maternel, ni quand il grandissait, ni quand il entra dans l'adolescence, ni quand se formait en touffle d'UV sur son menton, la justice ne l'a honoré d'un mot.
Et Théocle rappelle ici que ce qui caractérise un individu, c'est une sorte de nature qui, dès l'enfance, ne fait que se confirmer à l'adolescence et à l'âge adulte. Et Polynice porte bien son nom, car Polynice, cela veut dire « aux multiples querelles ». C'est l'homme qui ne cesse de se quereller. C'est celui qui est incapable de justice. Jamais la justice ne l'a honoré d'un mot. Et Théocle semble adhérer à l'idée d'une essence, d'une individualité innée qui se traduit dans le nom qu'on nous donne. Oedipus avait le pied gonflé. Polynice est incapable de fraternité. Quant à Éthéocle, son nom veut dire la vraie gloire. Alors, un destin individuel ne tient-il que dans un nom qu'on nous donne à la naissance ? Et comment exister en tant qu'individu si ce prénom ou ce nom, ce sont des autres, nos parents, nos aïeux qui nous l'ont donné ? Peut-on avoir été mal nommé ? Échappe-t-on un jour à son nom ? Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en parlant autour de vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.